Beaucoup attendaient ce flashback pour connaître un petit peu l'origin story de Kuma, un des personnages ayant endossé le plus de rôles dans One Piece, tour à tour, roi, tyran, pirate, révolutionnaire, Shichibukai, cyborg. On attendait le flashback de ce personnage pour en savoir un peu plus sur sa réelle psychologie. Mais Oda nous prend complètement à contre-pied et a décidé de faire souffrir son personnage comme il n'a jamais fait souffrir un personnage dans un flashback de One Piece. Maladie, mort, chagrin, guerre, racisme, esclavage. Oda a su tour à tour, à travers ses flashbacks, nous démontrer la noirceur de la nature humaine et la lumière qui pouvait en jaillir. Avec le personnage de Kuma, Oda va nous montrer que malgré l'attachement que nous pouvons avoir pour les nôtres, un enfant ne doit jamais payer pour les erreurs des adultes. Et à travers l'éducation et le personnage de Jawar Liboni, Oda va nous montrer toute la bonté du personnage de Kuma et le côté sombre qui l'habite. C'est très certainement avec les événements de Sorbet que nous allons découvrir la version la plus dark du personnage de Kuma que l'histoire aura retenu comme Kuma le tyran. Et apprécions le sacrifice d'Eiichiro qui nous proposera exclusivement cette semaine uniquement les chapitres en brouillon de son histoire. N'a-t-il pas eu le temps de le finir pour des causes de santé ou a-t-il été attristé par la propre histoire qui est sortie de sa plume? Bienvenue dans cette review du chapitre 1098 de One Piece. Si tu aimes ce genre de review, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant directement sur le bouton. Tu peux aussi actionner la cloche pour avoir une notification quand ma vidéo sort. Si jamais il y a des avis divergents, des choses que tu ne valides pas, n'hésite pas à me le noter en commentaire. Et pour pousser cette vidéo, tu peux mettre un méga pouce bleu, ça fait plaisir. C'est un petit peu la récompense de mon travail, donc n'hésite pas à le faire si tu apprécies les mots qui sont dits durant ton visionnage. Le chapitre va se concentrer sur la guerre et la paix. J'aime bien le livre Guerre et paix de Tolstoï et je le retrouve un petit peu dans la façon dont Oda va nous raconter un petit peu le flashback cette semaine, notamment la différence, et dès la première page, entre Kuma en temps de guerre et en temps de paix, c'est-à-dire dans sa famille, dans son coco familial, qui, comme tu l'auras deviné, et comme l'explique dans Guerre et paix, comme l'explique Tolstoï dans Guerre et paix, en fait, la vraie guerre, c'est très souvent pas sur le champ de bataille, mais dans tes problèmes personnels, et notamment dans ta vie familiale, dans ta vie avec tes amis, etc. Tu es très proche. Mais Oda ne rentre pas directement dans ce détail-là, puisqu'on va voir déjà un premier Kuma. Pendant ces guerres révolutionnaires, nous voyons ces peuples un petit peu se soulever. C'est bien, à travers le flashback de ce personnage, on voit un petit peu les consciences prendre le dessus, un petit peu sur les peuples qui se rebellent contre l'oppresseur, contre le pouvoir. Et l'armée des révolutionnaires est débordée. Elle le dit, attends, on n'a pas le temps, on est en train de soigner les gens de Goa quand les Tamistouri sont en train de se rebeller. Ils n'ont pas le temps, ils sont sur tous les fronts. Donc on voit un petit peu que la révolution commence à s'embraser, commence à prendre de l'ampleur. Et c'est dans cet embrasement, dans cette ampleur, que Kuma va devenir de plus en plus sévère, de plus en plus féroce. Il a perdu la femme qu'il aimait, elle a été enlevée, on ne sait pas encore par qui, etc. Mais l'impact que ça va avoir sur lui, c'est une grande violence lors de cette libération. Donc, tu vas trouver de la violence même chez ceux qui promettent la justice, qui promettent l'égalité. Et ça, c'est bien un petit peu d'entacher les révolutionnaires et de ne pas les présenter comme des guerriers saints qui amènent la révolution pour les peuples opprimés. Les peuples opprimés dans One Piece, c'est des gens qui sont morts de faim. C'est des gens qui vivent dans la misère, qui se font tuer. C'est une grande misère. Dans One Piece, c'est pas une petite misère sociale, petite inégalité, genre t'as des Nike et pas moi, tu vois, c'est quelque chose de très viscéral. Et donc, est-ce qu'on peut ramener cette paix rêvée par une violence telle qu'elle l'est amenée par Kuma, qui en plus n'a pas une violence saine, puisqu'il a une violence teintée de revanche, puisqu'il va apprendre quelques temps après, avec le retour de Ginny, que ce sont les dragons célestes qui l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré pour une chose très précise et Oda nous l'a ramené depuis maintenant plusieurs chapitres. Donc ça nous paraît logique, c'est que Ginny est une beauté qui attire les garçons depuis son plus jeune âge. Et c'est une chose qui n'a fait que grossir l'âge passant. Et un révolutionnaire, quelqu'un qui a les moyens finalement, n'a pas attendu le consentement de Ginny pour la prendre et l'épouser, et c'est ce qui est arrivé. La logique va même sur sa libération, quoiqu'un dragon céleste normalement l'aurait tué, mais perdant son seul atout,
qui est sa beauté, à cause de sa maladie qui, à cause des rayons du soleil, transforme sa peau en pierre, en joyau, Jawahri Bonny. C'est d'ailleurs là qu'elle a son premier piercing sous l'œil, là où elle avait sa première tache. On verra après hein, quelles sont les hypothèses pour son soin. Mais j'aime bien les petits détails comme ça des Shiroda qui maîtrisent son récit de bout en bout. C'est magnifique à lire. Elle perd donc sa position acquise. Elle est même triste elle-même. Elle a dit « Je me suis fait virer », presque comme un syndrome de Stockholm où tu avais peut-être pas validé, mais tu avais pris en considération que c'était ta beauté qui t'a enfermé. Aujourd'hui, tu es presque pas déçu, mais tu t'es fait jeter. Ce qui correspond à la liberté. Les parallèles entre guerre et paix le seront faits également entre oppression et liberté pour le personnage de Ginny. Finalement, c'est quand sa beauté décline que sa liberté s'ouvre face à elle. Elle retourne sur ses terres et là encore, coup du destin. Alors on les répète, hein, les coups du destin, et c'est ce qui fait un petit peu le tragique, même dans les pièces antiques, le tragique, c'est vraiment des coups du destin, de l'asynchronisme entre les déclarations de Ginny à l'escargophone et Kuma qui, et comme je l'ai dit, hein, grâce à son pouvoir qui peut sauver des vies, omettre les souffrances, et ben ce pouvoir va l'empêcher d'avoir les derniers mots de sa dulcinée, qui va lui dire, et puis il va le regretter plus tard dans le flashback, en pleurant. Les images sont dures dans ce flashback, c'est beaucoup de gros plans sur le gros visage de Kuma qui est déstructuré par la peine, par la haine, par ses émotions en général, par la compassion qu'il a envers sa fille, Jawahri Bonny, etc. Donc c'est même visuellement, et ça rajoute, malgré lui, malgré Oda et malgré le fait que malheureusement, peut-être, c'est à cause de sa santé, on ne sait pas encore hein, pourquoi il n'a pas fini ce chapitre, même s'il y a de grandes chances que ce soit ça. Le fait que ça soit crayonné, ça donne un côté unique à ce chapitre et ça retranscrit beaucoup plus les émotions du personnage de Kuma qu'un chapitre bien dessiné, bien ancré, bien propre, etc. Et ça participe un petit peu à l'émotion grandissante d'un auteur lui-même sur le déclin, dessinant des phases, des relations, des destins aussi tristes et aussi tragiques. Ça, on le garde et on le note, et ça fonctionne. Force est de constater que ça fonctionne. Les adieux de Ginny se font, des adieux perdus, des mots perdus, puisqu'ils n'ont pas été captés par le principal intéressé, Bartholoméo, dit Kuma. Il reste un espoir qui jaillit encore de tout ce marasme qui envahit nos personnages. C'est la petite Jawahri, qui est donc la cause de la mort de Ginny, puisqu'en prenant la fuite, elle a été exposée aux rayons du soleil, et comme cela, elle est morte de sa maladie de la saphirite. Kuma, face à la tombe, s'occupe de cette petite. La question de la paternité ne lui traverse même pas l'esprit, tant il est logique que ça soit lui qui s'occupe de la fille de sa défunte, je dirais, femme, presque. Et se construit dès alors une nouvelle relation qui, on le sait, va devenir tragique, mais on n'en est pas encore là, et une relation privée de liberté. C'est une autre forme d'esclavage que subit Jawahri Bonny, non pas un esclavage imposé par l'homme, mais un esclavage imposé par le destin. Tu as la même maladie que ta mère, tu ne peux pas sortir, tu seras barricadé dans cette église et tu n'auras comme seul et unique interlocuteur que le personnage de Kuma qui va nourrir tes fantasmes et tes rêves à travers des livres où elle va pouvoir découvrir les îles célestes, dans cette espèce de Bible qui a une autre interprétation que la Bible de notre époque et qui va représenter les îles célestes, l'île Poisson, etc., permettant à l'enfant de rêver. Et Kuma va fonder, à partir de la joie de cet enfant, cette triste phrase qu'on a entendue maintenant il y a plus d'une dizaine d'années: si tu avais la possibilité et que tu étais libre, où aimerais-tu aller? Il y a deux résonances. La première, le pouvoir de Kuma, parce qu'il va te permettre de le faire si et seulement si tu es libre. Pas libre par rapport aux hommes, mais libre par rapport au destin, comme les personnages et l'équipage de Chapeau de Paille le sont. Ils n'ont pas de maladie qui les atteint si jamais ils sont en contact avec le soleil. En parlant de maladie, je me suis posé une question finalement. Les maladies sont très liées aux dragons célestes. Est-ce que finalement ce ne sont pas un peuple violent parce qu'ils sont victimes de maladies ou de coups du sort? Est-ce que leur bocal ne serait pas une manière de les protéger, tellement ils sont faibles ou tellement ils sont à l'origine de maladies, etc.
C'est une question que je m'étais posée en voyant ça. C'est peut-être pas anodin que Ginny soit tombé malade là-bas. Il fréquente en plus des grands démons. Ça serait pas des plus débiles que cette concentration de satanisme amène certains maux à la population de Marie-Joise qui deviendrait violente et méchante, ne comprenant pas qu'en fait, elle génère elle-même ces genres de démons, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Dis-moi ce que tu en penses. C'est un truc que tu valides en commentaire. C'est la phrase, moi, si on doit faire une petite aparté sur moi et ma vie, c'est la phrase qui m'a fait vriller le plus à l'écoute d'une petite fille enfermée et de ces fausses promesses que tu fais. Il va se faire attraper par le mensonge, de toute façon, Kuma. Et tu auras de toute façon une opposition entre le bien et le mal pendant tout le chapitre. Guerre et paix, beauté, mocheté pour le personnage de Ginny, dualité entre la vie familiale que Kuma va avoir et puis celle avec les révolutionnaires où il va se battre. On apprend aussi qu'il quitte les révolutionnaires, mais et on aura très certainement un flashback plus complet sur les révolutionnaires, parce que c'est vrai que là, on n'en apprend pas grand-chose, mis à part ces petites guerres que fait Kuma pour gagner des batailles, etc. Mais ce que je voulais dire, j'ai perdu complètement ce que je veux dire sur le personnage de Jawali Boni et de Ginny. Oui, le mensonge, tu vois comment je récupère le fil de la corde. Kuma se retrouve obligé de mentir à sa fille par peine de lui dire la vérité, parce qu'en elle, il a vu un petit peu un rayon de soleil s'afficher quand elle a mal compris qu'elle serait libre dans 5 ans, alors que c'est tout l'inverse, le docteur expliquant à Kuma qu'elle va mourir dans 5 ans. Et même là, Kuma, ce personnage si bon, mais pas teinté d'une certaine noirceur. Il fait la guerre quand même sur le champ de bataille, il ment à sa fille, il est pas lisse, Kuma, tu vois. Il a une bonté, comme j'en ai rarement lu dans une œuvre. Je parle même pas de la race humaine, on va parler d'œuvre. Mais il n'est pas non plus tout blanc. Il a ce côté gris que j'aime bien, tu vois. Et pourtant, je suis pas du tout un fan de Bartholoméo Kuma à la base. Mais alors, pas du tout. Ce flashback m'a convaincu. Et ce mensonge, comment va-t-il s'en extirper finalement? Parce que le personnage de Jawali Boni dans le présent est vivante, elle est accompagnée en plus des 2 amis de ses parents. Finalement, elle n'a que 12 ans, on comprend comment les 2 amis de ses parents sont encore avec elle, parce que c'est la question que je me posais. Certains personnages semblent être au courant. Barbe Noire, hein, il lui dit, je crois que c'est encore dans la première partie de One Piece, quand il demande un navire au gouvernement contre Jawali Boni. Déjà, s'il demande un navire au gouvernement contre Jawali Boni, c'est qu'il sait la valeur qu'elle a. En plus, il lui dit, tu viens de South Blue, et il l'appelle ma fillette. Donc, il doit connaître un peu l'histoire de ce personnage, et donc notamment que c'est un dragon céleste. Mais ce qui veut dire aussi que Teach souhaite devenir un dragon céleste. Il fait déjà sur la ruche, il demande à ce que son royaume soit anobli contre Kirby, là, Kobe. Là, finalement, s'il veut se marier avec elle, c'est peut-être pas à cause d'attrait physique, mais plus pour avoir devenir dragon céleste aussi, par mariage, pourquoi pas, c'est peut-être possible, j'en sais rien. Mais quelque part, on nous commence à nous divulguer certaines envies de Teach, mais on en parlera très certainement plus tard, mais garde-le dans ta coin de ta tête, tu te mets dans un petit côté, tac, théorie de Teach, veut devenir dragon céleste. C'est pas la résolution tout de suite de cette tragédie, puisque le roi de Sorbet va revenir et va tout brûler. Tu regardes le visage de Kuma, tu vas très certainement comprendre pourquoi est-ce que dans la suite de l'aventure, on va l'appeler Kuma le tyran. Est-ce qu'il va dépasser cette ligne rouge? Est-ce qu'il va tuer femmes, hommes, enfants? En plus du roi, est-ce que c'est seulement le gouvernement qui va changer les informations? Il l'a déjà fait plusieurs fois, je pense qu'on va tendre vers quelque chose. Je pense qu'on va tendre vers un vrai Kuma tyrannique. Ça serait intéressant de voir un tyran, l'enfance d'un tyran. Il y a beaucoup de reportages comme ça. Est-ce que tu nais tyran ou est-ce que tu le deviens? Tu vois, ça c'est le genre de réflexion, finalement, intéressante, que tu ne trouveras que dans One Piece. Il y a, je crois, un reportage sur un célèbre dictateur, je ne sais plus si c'est Bachar al-Assad, où tu vois sa jeunesse. Donc je ne cautionne pas du tout les actes de Bachar al-Assad, mais quand tu vois sa jeunesse, tu vois un jeune heureux qui épousait la culture, la littérature, la peinture, qui était très très cultivé. Et ce reportage te montre comment est-ce qu'il est devenu le tyran qu'il est actuel, tyran à travers nos yeux d'Occident. Je ne prends pas du tout parti, mais juste pour te dire que c'est un angle intéressant, parce qu'un homme reste un homme, et si Kuma commet des choses atroces, horribles, ce serait intéressant de comprendre pourquoi, notamment par
le tragique destin qui n'a fait que le secouer depuis sa tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il grandit en tant qu'esclave, sa mère se fait tuer, son père sous ses yeux, il participe à une chasse à l'homme à God Valley, il arrive dans un pays, le pays de Sorbet, où le roi agresse sa population, il soigne les vieux, il devient révolutionnaire, la femme qu'il aime, il ne peut pas avoir de progéniture parce qu'il est au courant du sang maudit qu'il a dans les veines. Sang maudit qu'il a dans les veines, si tu regardes en plus, celui qui a contaminé Ginny, c'est pas le sang des boucaniers, c'est bien le sang des dragons célestes. Et quelque part, donc si les dragons célestes détestent les boucaniers, c'est peut-être parce que les boucaniers ont une forte flamme de vie, ils sont pleins de vie, ils sont débordants d'énergie, ce que non plus les dragons célestes, hein. Tu les regardes, ils sont faibles, ils sont moches, et ils ont besoin de puissants pour survivre. Ils se cachent derrière un bocal, très certainement parce que l'oxygène ambiant les tue, tellement ils sont démoniaques, peut-être, ou que les rayons du soleil les protègent. C'est peut-être ça, j'en sais rien, je donne des petites idées comme ça. Et les deux questions qu'on se pose à la suite de chapitre, j'espère qu'on aura un chapitre dans 2 semaines, mais ça se trouve, Oda va prendre une pause, hein, vu l'état dans lequel il a rempli le document, le chapitre. C'est bien sûr, qu'est-ce qui va sauver Jawali Boni? What is the solution? C'était le fruit, et on a on a vu le parallélisme avec le personnage de Law, et Oda ne s'en cache pas, puisqu'il parle du saturnisme dans ce chapitre. Mais une fois le Ope Onomi a réussi à sauver Law de sa terrible embrouille, je ne suis pas sûr que ça soit la même chose ni la même chance pour le personnage de Jawali Boni, mais on sait qu'elle a réussi à s'en sortir. Si Kuma aurait pu la protéger avec son propre pouvoir et son fruit du démon en enlevant directement la maladie, déjà dans le chapitre dernier, il a dit que c'était impossible de le faire, qu'il pouvait juste soigner les petits maux, il l'aurait déjà fait, donc c'est une autre chose. Est-ce que le gouvernement va finalement obtenir la réponse à cette maladie et demander à Kuma de se sacrifier en contrepartie? Est-ce que c'est le docteur Vegapunk? Quel pouvoir va pouvoir sauver Jawali Boni? Est-ce que c'est son fruit du démon qui va lui permettre de rajeunir constamment ses cellules? Parce qu'elle peut maîtriser l'âge. Si elle se rajeunit constamment, elle va esquiver cette barrière fatale dès 5 ans. Voilà les différentes options qui nous sont présentées un petit peu aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses. Parce que quand ça sera arrivé et que tu me diras oui, c'était logique, je vais pas te croire. Parce que voilà, on dit ah c'est évident, ouais, mais quand il faut commenter, dire des théories, il n'y a plus personne là. Voilà pour cette semaine, on se retrouvera très bientôt pour One Piece, puisqu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Si tu es resté jusqu'à là, n'hésite pas à t'abonner. Et je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao, bye bye.